Le 11 novembre 2024, il y avait la COP 29 sur le changement climatique à Bakou, en Azerbaïdjan. Et tout le monde s'en est plus ou moins foutu en fait. Les dirigeants français, états-uniens, chinois ou russes ont séché l'événement. Même la présidente de la Commission européenne n'y est pas allée. Le responsable de l'organisation de l'événement s'est même fait choper à profiter de la conférence pour négocier des contrats pour vendre du gaz. Pour rappel, COP, ça veut dire Conference of the Parties. Désolé, je le ferai plus. En tout cas, ça veut dire conférence des parties dans la langue de Doeshi. C'est des conférences qui réunissent plein d'acteurs internationaux pour prendre des décisions communes sur des sujets importants. Genre la biodiversité ou le changement climatique. Après, je vous en voudrais pas de jamais avoir capté qu'il y en avait plusieurs, c'est pas très clair comme bail. L'an dernier, par exemple, il y avait la COP 29 pour le changement climatique et la COP 16 sur la désertification. Bref, autant vous dire que l'écologie a l'air d'être de moins en moins une priorité pour pas mal d'États. Après tout, on fait des efforts et les autres continuent à polluer comme Jaja. À quoi bon? Mais est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce qu'on est vraiment en train de claquer un max de pognon et tout changer chez nous, pendant que d'autres saturent l'atmosphère en gaz à effet de serre comme s'il n'y avait pas de problème? Du coup, on a le droit de se demander, qui pollue vraiment la planète? Yo! Alors, je vais vous demander une petite minute avant de reprendre la vidéo pour vous parler de notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Un VPN, pour les trois au fond qui viennent de débarquer sur Internet, c'est un service qui fournit un tunnel entre votre connexion Internet et un serveur en dehors de chez vous, voire en dehors de votre pays. L'intérêt? Pouvoir faire croire à Internet que vous n'êtes pas là où vous êtes censé vous trouver. Dans une entreprise, ça peut servir à télétravailler en ayant accès au serveur du taf, et dans la vie de tous les jours, ça sert à tout un tas de trucs en fait. Accéder au catalogue d'autres pays sur les plateformes de streaming, à des serveurs d'autres régions pour jouer, accéder à des médias pas disponibles dans votre pays, la liste est assez longue. L'autre intérêt, c'est que le tunnel que vous prenez pour rediriger votre connexion, il est crypté. Et ça vous permet aussi de protéger vos données si vous devez vous retrouver à utiliser une connexion internet pas très fifou. Le Wi-Fi du Wigo qui saute toutes les 2 secondes, on connaît. D'ailleurs, vous saviez qu'ils appelaient ça le Wi-Phone, vous? Non, vraiment, faut arrêter, la SNCF. Bref, tout ça, CyberGhost VPN vous le permet de manière archi simple. On clique sur le gros bouton et hop, on est ailleurs. Et si vous voulez vous connecter depuis un endroit spécifique, c'est aussi possible avec une liste de pays plutôt exhaustive. Non, il n'y a pas la Corée du Nord, j'allais chercher. Et tout ça, c'est dispo sur 7 appareils en simultané, donc il y a carrément moyen de faire tourner vos codes à la MIF, parce qu'en plus, c'est dispo sur un max de plateformes, de votre PC à votre Play, en passant par votre téléphone. Si vous voulez essayer, il y a un lien dans la description à 83% de réduction, avec 45 jours d'essai satisfait ou remboursé. Ça fait un petit 2 € par mois, donc 4 mois offerts. CyberGhost VPN est utilisé par plus de 38 millions de personnes un peu partout à travers le monde et est carrément bien noté sur Trustpilot. Du coup, YOLO, franchement, ça coûte rien d'essayer. Merci à CyberGhost VPN pour ce sponsor et on peut retourner à nos histoires de pollution. Déjà, on va parler du changement climatique d'origine humaine. Parce que le climat, ça évolue toujours avec le temps, mais depuis 2 siècles, avec la pollution, on y file quand même un petit coup de main. Alors, il y a plein de types de pollution, mais aujourd'hui, on va surtout parler d'un des principaux responsables du changement climatique, les gaz à effet de serre. Et je vais même surtout parler du CO2 dans cette vidéo, parce que c'est le gaz à effet de serre produit par l'homme qui a le plus d'impact sur la planète. Non, parce que, de base, l'effet de serre, c'est bien. Le concept, c'est les rayons du soleil réchauffent la Terre et quand cette chaleur repart dans l'air, elle est retenue par les nuages et la vapeur d'eau contenue dans l'air. Et on en a besoin, Sans cet effet de serre, il ferait beaucoup plus froid. Et moi, j'aime bien l'été. Sauf que depuis environ 200 ans, on a commencé à rejeter toujours plus de CO2 dans l'atmosphère. Et ça amplifie cet effet de serre. Et quand je dis toujours plus, j'insiste vraiment sur le plus. Résultat, les températures montent et ça a des conséquences vraiment pas ouf. S'il y a un siècle, on rejetait environ 3,6 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, l'an dernier, on était à 37,4 milliards de tonnes. Plus de 10 fois plus. Ce que la Terre entière produisait en 1923, c'est même pas la moitié de ce qu'a rejeté la Chine l'an dernier. Oui, parce que si tous les pays produisent du CO2 à tout va, on n'est pas tous égaux sur les quantités. Si les 2e et 3e du podium sont assez proches, le numéro 1, la Chine, est loin devant. À vrai dire, la Chine produit à elle seule presque un tiers du CO2 rejeté dans l'atmosphère. En comparaison, en France, en 2022, on n'a produit que 300 millions de tonnes de CO2. Petit joueur, franchement.
Mais comment on explique des écarts aussi gros? Eh ben, il y a plusieurs facteurs. Déjà, la population. Non, parce que la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Forcément, 1,5 milliard de gens, ça produit plus que 300 millions de tonnes de CO2. Mais ça explique pas tout. La Chine a peu ou prou le même nombre d'habitants que l'Inde, mais produit plus de 4 fois plus de CO2. La vraie différence, c'est la vitesse et l'intensité auxquelles elle s'est industrialisée. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet si vous voulez plus de détails, mais pour la faire courte, au début des années 1970, la Chine, c'est un pays pauvre. Famine, chômage, il n'y a rien qui va. Mais il va y avoir un changement de dirigeant, tout un tas de réformes et l'économie va suivre. Résultat, le pays s'industrialise vite et fort, et ça se voit sur l'évolution de leur rejet de CO2 justement. Mais qu'est-ce qui fait qu'un pays rejette plus ou moins de dioxyde de carbone? Alors, le premier facteur, et celui qui a déclenché cette explosion du CO2 dans l'atmosphère d'ailleurs, c'est l'industrialisation. Pour la faire simple, parce que ça mériterait une vidéo à part entière, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs, avant la révolution industrielle, on faisait peu ou prou tout à la main. C'est entre autres pour ça que l'esclavage était autant répandu à l'époque. La main-d'œuvre, ça coûte cher. Mais avec la généralisation de l'utilisation du charbon, l'amélioration des machines à vapeur, l'automatisation du travail avec des machines justement, l'exode rural, la facilitation de la production d'acier, enfin bref, tout un tas de facteurs et d'inventions différentes, la société britannique, puis européenne, puis mondiale a complètement été transformée. Je dirais même plus, la machine à vapeur est sûrement l'invention la plus importante de ces derniers siècles. J'ai dit ce que j'ai dit. Genre les centrales nucléaires ou à charbon qui produisent l'électricité que vous utilisez au quotidien, c'est juste de grosses machines à vapeur en vrai. Le concept reste le même. On chauffe de l'eau, ça fait de la vapeur qui actionne une turbine et pouf, ça génère de l'énergie. Bon, en vrai, ça génère ce qu'on appelle du travail, mais on n'est vraiment pas là pour expliquer les détails de ce genre de bail. Retenez juste, vapeur, ça fait tourner un truc, bzz, bzz, bzz. Ok, ça existait déjà depuis l'Antiquité, mais notre utilisation moderne, elle date du XVIIIe siècle. D'ailleurs, le type qui a permis l'évolution de cette technologie, je pense que vous connaissez tous son nom en vrai, James Watt. Oui, comme l'unité de mesure là. Bah, ça vient de lui. Bref, machines, usines, tout ça se développe et globalement, c'est ce qui a permis toutes les découvertes technologiques du XXe et XXIe siècle. Dire à quel point c'est important. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, pour permettre tout ça, on va cramer beaucoup de charbon. Genre, beaucoup. En 2022, on a cramé plus de 8 milliards de tonnes de charbon dans le monde, et ça représente près d'un quart de nos sources d'énergie. Ça reste la deuxième source d'énergie dans le monde aujourd'hui, juste derrière le pétrole. D'ailleurs, si on prend les deux sources d'énergie qui produisent le plus de CO2, elles représentent presque 60% de toutes nos sources d'énergie. Et si on rajoute le gaz, même si c'est moins vénère, on monte à 81%. 81% de notre énergie qui dépend d'énergie fossile polluante. Et c'est pas nouveau tout ça, sans même parler d'études scientifiques, ça fait des années qu'on nous parle de trous dans la couche d'ozone, de pollution et de réchauffement climatique, autant dans les journaux télévisés que dans la fiction d'ailleurs. Il y a même McDo qui a sorti un jeu où il faut combattre la pollution des... j'ai là. Toujours. Are you ready? Yeah. En vrai, ça serait marrant à jouer en live, parce qu'il est méga dur ce jeu. Mais concrètement, ok, nos modes de vie actuels réchauffent un peu la planète. Mais en quoi ça pose problème? Ça va entraîner des points de bascule en cascade qui vont faire qu'empirer la situation. Donc par exemple, là, si on passe à plus de degrés, ça va provoquer des choses comme la fonte des calottes glaciaires du Groenland, de la banquise arctique ou la perte des récifs coralliens de toute la planète. C'est-à-dire qu'à partir de là, ça fait que s'accélérer parce qu'on perd des points de bascule qui sont vraiment nécessaires et donc ça devient de plus en plus difficile de stabiliser les choses. D'où le fait que ça fait des décennies qu'on scoltine des discours alarmistes et qu'on investit de plus en plus dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques, tout ça. Après, j'ai aussi dit que la Chine polluait plus que nous tout à l'heure. Ils rejettent même plus de CO2 dans l'atmosphère que les États-Unis et l'Union européenne réunis. Mais c'est pas juste le fait de leur industrialisation rapide. En s'industrialisant massivement, la Chine a obtenu des savoir-faire qu'elle n'avait pas avant, tout en ayant une main-d'œuvre moins chère qu'en Occident. Et ça, le capitalisme, il aime bien. Du coup, on va commencer à délocaliser tout un tas d'industries de l'Occident vers la Chine, et les pays autour aussi, parce que bon, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Au point qu'aujourd'hui, c'est un peu l'usine du monde. Si vous prenez n'importe quel objet autour de vous, il y a de bonnes chances qu'il y ait écrit « fabriqué en Chine ». Bon. Eh ben, fabriqué en Chine. Vos smartphones, vos vêtements, vos tables basses Ikea, là, tout ça, c'est made in
China. Donc concrètement, il y a une grosse partie du CO2 chinois qui est due à nous. Si on peut se permettre d'avoir des bilans carbone pas trop dégueux, c'est aussi parce que nos téléphones ou nos meubles, on les fait pas chez nous. Un truc à prendre en compte, par contre, c'est que la Chine a commencé à s'industrialiser bien après certains pays occidentaux, comme les États-Unis justement. Si on prend la production de CO2 sur les 200 dernières années, on a une image beaucoup plus différente. Les États-Unis sont largement en tête, et de très loin. Du coup, ok, c'est bien, on pointe du doigt les pays qui polluent le plus aujourd'hui, mais leur dire « Ok, maintenant tout le monde arrête », ça revient un peu à dire « On a pu profiter tant que c'était pas régulé, maintenant les pays qui voudraient se développer n'ont pas cette opportunité. Ils avaient qu'à débarquer plus tôt. » Vous savez, pendant qu'on était en train de les coloniser et de leur imposer nos modes de consommation là. Mais du coup, on a trouvé un système pour parer à cette injustice écologique. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle les crédits carbone. L'idée de base, mise en place par le protocole de Kyoto à l'occasion de la COP 3 en 1997, c'était déjà de mettre en place des quotas de production de carbone par pays. Par exemple, on va dire que la France doit essayer de ne pas produire plus de 100 tonnes de carbone par an, et ensuite proposer aux pays signataires d'investir dans des projets écologiques dans des pays en voie de développement. Et ces investissements leur donneront accès à des crédits carbone, le droit de produire un peu plus de CO2 à la maison en gros. Genre la France plante des arbres au Bhoutan, et ça lui donne le droit de produire autant de carbone que ce qu'elle a fait économiser au Bhoutan. L'idée, c'est de rester neutre, de ne pas produire toujours plus et continuer à flinguer l'atmosphère, tout en aidant les pays en voie de développement qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans tout ça, à le faire. Et ça a été encore mis à jour pendant la COP 21, qui se tenait à Paris ce coup-ci, en 2015. Là, on parle des accords de Paris, du coup, qui revoient les quotas d'émissions de CO2, mais ont aussi mis à jour le fonctionnement des crédits carbone. En gros, on a mis en place, pour les pays qui sont d'accord, des quotas d'action pour réduire la production de gaz à effet de serre, genre planter des arbres, mettre en place des sources d'énergie renouvelables, réduire l'usage d'énergie fossile, pétrole, gaz, tout ça. On va calculer les quantités de CO2 que ça a évité de rejeter dans l'atmosphère, et si on dépasse un certain seuil, mettons 100 tonnes cubes de CO2, on peut revendre cet excédent à des pays en voie de développement. Exemple, la France économise 120 tonnes de CO2. Elle était censée en économiser seulement 100. Elle va revendre son excédent à le Bhoutan, qui du coup a le droit de produire 20 tonnes de plus de CO2 que ce qu'ils étaient censés pouvoir. L'idée derrière ces échanges, c'est d'inciter les pays qui en ont les moyens à dépolluer toujours plus, tout en permettant aux pays en voie de développement de continuer à se développer. Non, parce qu'une des principales critiques des quotas, à la base, c'est que c'est bien mignon, mais ça fait un peu on est devenu des puissances mondiales en flinguant la planète, et maintenant qu'on est bien et qu'on a les moyens de faire des efforts, on va bloquer les pays qui sont pas encore arrivés à ce stade. Mais le vrai gros changement apporté par ces accords de Paris, c'est l'inclusion des entreprises privées dans le deal. Le Bhoutan peut acheter des crédits carbone à la France, mais maintenant Apple aussi le peut. Et ça, c'est une énorme douille. Non, parce que tous les bails de neutralité carbone, machin là, pour beaucoup d'entreprises, c'est surtout qu'ils restent dans les clous en achetant des crédits carbone. Par exemple, Google, qui vise à réduire ses émissions de CO2 de plus de 50% d'ici 2030, dans 5 ans donc, a acheté assez de crédits carbone pour couvrir toutes ses émissions depuis sa création. Mais si on se pose 2 secondes, juste avec le développement de l'IA, ils ont augmenté leurs émissions de 50%. Alors ok, on pourrait dire qu'ils polluent certes plus, mais de l'autre côté, ça les force à investir dans des initiatives écologiques. Mais en attendant, ils continuent de toujours polluer plus. C'est effectivement un gros problème parce que, alors là, vous citez Google, dans les entreprises qui ont indiqué vouloir devenir neutres en émissions carbone, on a aussi des entreprises comme Amazon ou Total Energy qui sont clairement pas des modèles en termes de réduction des gaz à effet de serre. On parle pas de réduction des émissions. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui continuent à polluer comme avant, voire plus, mais qui peuvent atteindre la neutralité sur le papier parce qu'elles achètent des crédits carbone. Donc, c'est très important de rappeler qu'en fait, cette réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle passe vraiment normalement par les racines, en fait, par les émissions à la source et pas après. Et une autre chose qui est importante, c'est qu'il faut un vrai suivi très transparent pour éviter de tomber dans le greenwashing, parce qu'on peut aussi avoir très vite fait de financer des projets qui sont pas si vertueux que ça. D'après une enquête conjointe des journaux The Guardian et Die Zeit et l'ONG Source Material, plus de 90% des projets validés par la société Verra seraient du gros pipeau. Verra, c'est une société dont le but est de certifier
que les processus de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sont valides pour générer des crédits carbone. Et la plupart des crédits approuvés par Verra, c'est pour empêcher ou réduire la déforestation de forêts tropicales. Déjà, il y a très peu de forêts dont on a pu prouver la protection. Et surtout, ils auraient surévalué de plus de 400% les risques encourus par les forêts. En mode, il n'y a que 5% de forêts qui vont être coupées. On annonce qu'il y en a un quart qui va sauter. Et du coup, quand on se retrouve avec effectivement 5%, c'est qu'on a réussi. La réponse de Verra, vous avez mal compté. Et même si c'est pas la seule, Verra a certifié des projets à crédit qui ont été achetés par des sociétés comme Disney ou Shell. C'est pas non plus les PME du bout de la rue. Bref, même quand des mesures sont prises, on sait pas trop ce qui est fait. Et si avec ça, on n'a pas encore parlé des lobbies. Parce que si on a l'impression qu'on a toujours entendu parler des problèmes environnementaux, en réalité, on l'a su assez tard. Avec la généralisation des voitures dans les années 1940, on a commencé à voir des nuages de pollution apparaître un peu partout au-dessus des grandes villes. Le fameux smog qu'on voit toujours très bien au-dessus de villes comme Los Angeles, Londres, Shanghai ou Paris. Forcément, ça a commencé à inquiéter des gens et on a surtout commencé à faire les premières études sur le sujet. Alors, il y avait déjà du smog avec l'industrialisation massive des pays occidentaux, mais ça a très vite accéléré avec les bagnoles. En 1954 est créée la Fondation de la pollution de l'air, ou APF, en Californie aux États-Unis. Ils vont commencer à faire des relevés un peu partout dans l'État et un chimiste du nom de Harry Hagen-Smith va déterminer que ce smog qui fait flipper tout le monde et provoque des problèmes respiratoires, là, il provient en grande partie des voitures, des stations-service, des raffineries, enfin bref, tout ce qui est lié à l'industrie des énergies fossiles. La Fondation va même publier un rapport où on peut lire que la concentration de CO2 dans l'atmosphère pourrait être un sujet d'une importance capitale pour notre civilisation. C'est pas méga rassurant en soi. En réponse, les dirigeants de la WOGA, l'association du pétrole et du gaz occidental, le principal lobby d'énergie fossile en Californie, vont publier un communiqué qui dit que les résultats de l'équipe de Harry Hagen sont, au mieux, des spéculations infondées. D'ailleurs, ils ont eux-mêmes sous la main une étude de l'Institut de recherche de Stanford, publiée quelques années plus tôt, qui dit bien que c'est pas eux la pollution, tout ça là. Il y a même un groupe citoyen qui va se monter pour discuter des actions qu'ils peuvent prendre pour aider la justice à combattre la pollution. Genre des manifs, tout ça. Et vu que l'étude de Stanford a l'air béton, ils vont manifester contre les recommandations de l'APF de réguler l'industrie du gaz et du pétrole. Sauf que ces citoyens anonymes là, qui ont juste le bien-être de leurs voisins à cœur, en fait, à leur tête, c'est les dirigeants de la WOGA. Vous savez, le lobby du gaz et du pétrole là. D'ailleurs, l'APF, plus d'un tiers de leurs fonds venait de la WOGA. Ils avaient juste pas prévu que le mec qu'ils avaient mis à la tête de la fondation, Loren Hitchcock, il irait contre leurs intérêts à eux. Ils l'ont d'ailleurs convoqué début 1955 en mode mais mon ref, on t'a pas engagé pour ça, tu fais quoi là? Il y en a même un qui a essayé de placer que le dioxyde de soufre produit par les raffineries, c'était bon pour les plantes. La délulu complète. Mais c'est pas que le fait de la WOGA. Dans les bails, il y avait aussi le syndicat pétrolier, qui n'est pas un syndicat donc, et l'API, l'Institut pétrolier américain. Il y a d'ailleurs un mémo du président du syndicat pétrolier daté de 1955 qui a fuité récemment, et qui mentionne que le but de la mise en place de l'APF était de créer un bureau d'information publique de première classe pour donner au public de soi-disant faits définis à propos des problèmes de pollution de l'air, approuvé par les dirigeants de l'industrie pétrolière. À partir de là, les lobbies vont resserrer leur contrôle sur l'APF qui va juste relayer les infos qui les arrangent. Le CO2 ne sera plus mentionné, on dit juste que la pollution vient de la combustion de trucs. De quoi? On sait pas, c'est un peu le souci quand on critique les études commandées par des groupes privés. C'est pas tant que les chercheurs falsifient leurs résultats, c'est plutôt que les commanditaires des études vont piocher ce qui les intéresse ou paraphraser pour que ça ait l'air de leur donner raison. Mais c'est quoi ces lobbies en fait? Un lobby, c'est un groupe d'influence créé pour promouvoir et défendre des intérêts. À la base, ça vient du fait que les mecs traînaient dans le lobby du Parlement britannique pour discuter en tsum-tsum avec les parlementaires. Alors, vous inquiétez pas si vous le découvrez que maintenant, moi je l'ai appris avec la série Parlement. In the lobby? Oh putain. That's why they call them lobbyists? Yeah. Yeah. L'idée, c'est que des représentants de la société civile, vous et moi, puissent discuter des sujets importants pour eux avec des membres du gouvernement, leur filer des infos, demander leur soutien, etc. Sauf que ça a très vite été coopté par de gros groupes privés.
Que ce soit pour le pétrole et les bagnoles dans notre cas, mais aussi les clopes, le sucre, les armes, le bâtiment, les médocs, il y a des lobbies pour tout. Vous savez quand on parle de Big Pharma, tout ça là, lobby. Mais c'est pas forcément un concept négatif à 100%. Il y a des lobbies pour les droits des animaux, l'écologie et plein d'autres sujets importants. Mais en France, quand c'est plus ou moins positif, on a plus tendance à parler d'affaires publiques. Le lobbying, c'est un truc de vilains américains. Bref, c'est bien tout ça, mais du coup, il y a qui derrière ? Pour revenir sur la WOGA, qui entre-temps est devenue l'association du pétrole des États occidentaux, la WSPA, derrière on va retrouver des boîtes comme Exxon, Shell, BP ou Chevron, soit d'énormes compagnies pétrolières. Parce que si on commence à s'inquiéter de leur effet sur la planète, leur business, il s'effondre. D'ailleurs, si on regarde les compagnies qui polluaient le plus en 2023, sans surprise, on retrouve des membres de la WOGA devenue WSPA. Et le lobbying continue en 2022. Les différents lobbies des industries du gaz et du pétrole auraient dépensé plus de 124 millions de dollars juste aux États-Unis dans des campagnes d'influence. Ça passe par des dîners dans des restaurants BG, des investissements dans des campagnes de candidats politiques, des cadeaux, ou en arrivant à mettre des anciens de chez eux au gouvernement, ou en récupérant d'anciens membres du gouvernement dans leur rang. Et tout ça, ça marche en fait. L'étude de l'APF a été présentée à la WOGA en 1955, mais on n'a pas commencé à parler des risques pour l'environnement des émissions de gaz à effet de serre avant les années 1960. Et il a fallu attendre les années 1970-80 pour que ce soit un sujet vraiment médiatisé et pris au sérieux. Le climato-sceptisme, le fait de juste pas croire au réchauffement / changement climatique, est apparu en même temps que les premières alertes sur le changement climatique d'ailleurs, grandement encouragé par les lobbies. Et pour rester 2 secondes sur le lobbying, vous savez le terme empreinte carbone qu'on utilise pour parler des émissions de CO2 là. C'est pipou, ça fait pas trop peur, au final on en a tous une, triez vos déchets et la terre ira mieux, tout ça. Ça vient d'une campagne de pub de BP. Là, les gens qui font de l'essence là. C'est subtil, mais ça rejette la responsabilité sur tout le monde, et plus seulement eux. Mais c'est pas que les compagnies occidentales. Pour revenir à notre point de départ, la Chine pollue donc plus que tout le monde. La société d'énergie chinoise China Petroleum rejette d'ailleurs plus de CO2 que tout le Canada. La Chine fait bien partie du podium. C'est quand même pas une excuse pour ne rien faire. Mais ça veut pas dire que la Chine n'a pas des efforts à faire de son côté. C'est vrai que c'est assez paradoxal parce que la Chine, donc elle fait partie du top 3 des plus gros pollueurs. Il y a 60% de son électricité qui est encore générée par du charbon. Mais en parallèle, c'est aussi le pays qui finance le plus le développement des technologies vertes. Donc c'est assez fou, c'est que par exemple elle développe beaucoup d'énergie renouvelable, mais en fait c'est une offre qui va s'ajouter à l'offre préexistante d'électricité fournie par les énergies fossiles, mais elle vient pas la remplacer. Donc ça change pas grand-chose. Après, alors quelque chose un peu plus technique, c'est qu'on va distinguer empreinte carbone et inventaire national. Donc l'empreinte carbone, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites selon le lieu de consommation. L'inventaire national, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui ont selon le lieu de production. Et la Chine, c'est le seul pays au monde où l'empreinte carbone, elle est inférieure à l'inventaire national. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'elle exporte, ça génère plus de CO2 que ce qu'elle importe. Nous, quand on achète quelque chose sur Amazon qui a été produit en Chine, on contribue à ce chiffre énorme de production des gaz à effet de serre en Chine. Et c'est sans compter le fait qu'on prend les émissions qu'à un moment donné. Comme je l'ai déjà dit, si on regarde sur toute la durée depuis le début de l'ère industrielle, les pays occidentaux ont plus pollué que n'importe qui d'autre. Bref, c'est compliqué. Et entre la délocalisation, les crédits carbone, le lobbying et j'en passe, il y a tout un tas de disquettes pour cacher les vrais chiffres. Par contre, les effets de ces émissions, eux, ils sont bien réels. Depuis le début de l'ère industrielle, la Terre s'est réchauffée d'1 degré. 1 degré, ça a l'air de rien comme ça. C'est même pas la différence entre sortir avec un pull ou non. Mais à l'échelle de la planète, c'est la différence entre un glacier qui fond ou pas. C'est la différence entre une sécheresse ou pas. C'est la différence entre une ville côtière sous l'eau ou pas. Tous les ans, on se tape l'été le plus chaud jamais enregistré. Les plus grosses catastrophes naturelles jamais enregistrées. Et ça va pas s'arrêter là. À ce rythme, les températures vont continuer de monter et toutes les conséquences qu'on a déjà vues avec. Et malheureusement, les efforts qu'on fait actuellement sont pas garantis. Les États-Unis, soit le plus gros pollueur de l'histoire, sont déjà sortis des accords de Paris en 2019 pour y revenir en 2021, mais le nouveau gouvernement a l'intention d'en sortir à nouveau. Moi, en tant que journaliste spécialisée sur ces sujets, la situation aux États-Unis, je trouve qu'elle est vraiment très inquiétante. Parce que là, on part des accords de Paris, du retrait des accords de Paris, mais il y a beaucoup d'autres actions que Donald Trump souhaite mettre en place qui sont vraiment assez catastrophiques. Par exemple, il veut relancer massivement tout ce qui est exploitation du gaz et du pétrole,
Et on sait très bien que c'est des dégâts qui vont pas s'arrêter à la frontière américaine. Ensuite, sans jouer les Madame Irma, on peut craindre un peu un effet domino. C'est-à-dire que d'autres pays qui ont des gouvernements à tendance climato-sceptique vont pouvoir avoir tendance à suivre le pas. Donc, je pense par exemple à l'Argentine. Donc voilà, encore une fois, on peut pas vraiment deviner, mais il y a cette question de l'image, de modèle qui pourrait suivre, et aussi la question des fonds, parce que ce soit au cours des accords de Paris ou des COP suivantes, et les États-Unis ont quand même promis de mettre de l'argent sur la table, en particulier pour les pays les plus vulnérables, et ça, on sait que ce sera plus possible en fait. C'est-à-dire que les États-Unis ne mettront plus d'argent dédié à la transition écologique au niveau international. Drill, baby, drill. Alors ok, hein, c'est bien de continuer vos initiatives perso, mais c'est avant tout et surtout le fait de multinationales qui dépensent des millions tous les ans pour influencer les États à faire comme s'il se passait rien. Et le fait que l'organisateur de la conférence pour le climat puisse se servir de la dite conférence pour négocier des deals sur des énergies fossiles montre qu'on est loin d'être sorti des ronces. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle du coup, si ça dépend juste d'intérêts privés qui vous dépassent? On peut agir, et je pense qu'on doit agir, parce que de toute manière, on a tous intérêt à comprendre ce qui est en train de se jouer, et donc à faire son action dans la mesure du possible, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités, les mêmes possibilités de le faire. Et encore une fois, ces actions individuelles qu'on mène, il faut qu'elles soient aussi englobées dans une action qui est plus systémique, qui est plus globale. En fait, c'est pas l'une qui doit fonctionner sans l'autre. Les actions individuelles les plus efficaces, alors souvent déjà, ça va être arrêter de la viande, en tout cas limiter. Parce qu'en fait, quand on consomme de la viande, on participe à tout ce qui est élevage intensif et agriculture intensive, qui font partie des domaines où il y a le plus d'émissions de gaz à effet de serre, et qui participent à la déforestation, etc. Donc ça, c'est un point important. Il y a arrêter l'avion, ou en tout cas le limiter, encore une fois, prendre plus de transports en commun, privilégier la seconde main, parce que ça nous aide à sortir d'un modèle de société basé sur la surconsommation. Et dans l'idéal aussi, c'est parvenir à s'engager, ou en tout cas à rejoindre des collectifs pour justement permettre à la société de prendre des mesures plus globales, plus collectives. L'horizon est pas si sombre que ça en fait. Ok, les États-Unis ont complètement lâché l'affaire en ce qui concerne l'écologie, et c'est clairement un problème. Mais en face, la plupart des pays développés ont atteint leur plafond de production de gaz à effet de serre il y a des décennies déjà. Genre la France, c'était dans les années 1970, et la production n'a fait que baisser depuis. Les technologies ont aussi évolué dans ce sens. Les voitures, l'électronique, tout ça, ça consomme beaucoup moins qu'avant. En vrai, il y a moyen qu'on arrive à résoudre ce sbeul un jour si on continue les efforts qui sont déjà en place, contrairement à ce que dit la com totalement défaitiste du gouvernement. À chaque nouvelle COP, on prend de nouvelles résolutions. La grande majorité des États jouent le jeu, et c'est aussi à nous de faire en sorte qu'ils continuent à jouer le jeu. On fait franchement pas tant d'efforts que ça, genre un Français en 2025 consomme 2,5 fois moins qu'un Français des années 1970. Même la Chine a réussi à ralentir sa production de gaz à effet de serre. Il y a du mieux. C'est pas suffisant, on doit pas baisser les bras, continuer à se débarrasser des énergies fossiles, continuer à privilégier les énergies renouvelables, et qui sait, si on continue à faire des efforts, on réussira peut-être à pas cramer la planète. Enfin, bref. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si jamais vous voulez essayer l'appli pendant 45 jours, vous avez le lien juste en description. Ça vous donne accès à 83% de réduction pour vous en servir sur cet appareil en simultané. Alors, je vous garde 2 secondes encore pour ceux qui sont encore là, pour vous dire que, déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si jamais vous voulez voir les prochaines sans pub ni sponsor, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, parce que ça coûte beaucoup de temps et beaucoup de moyens, notamment financiers, de produire tout ça, et qu'il faut bien manger et se payer à la fin de la journée. Du coup, si jamais vous aimez notre travail et que vous voulez nous soutenir, et qu'en plus vous voulez voir les vidéos sans tous ces chichis là, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, comme je viens de le dire. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.